Wagner considérait que l'opéra relevait de ce qu'il appelle le Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt le cinéma qui possède les ingrédients nécessaires pour pouvoir postuler à ce titre d'œuvre d'art totale. Pour Schopenhauer, l'art, c'est ce qui nous permet d'échapper à l'angoisse du fait de savoir que l'on va mourir. Il n'est donc pas étonnant que tous les arts aient quelques liens, certes parfois diffus, avec la philosophie. Pour ce qui est de la musique, par exemple, justement, les opéras de Wagner puisent abondamment dans la pensée de Schopenhauer, quitte à parfois la dénaturer. On peut aussi penser au poème symphonique de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathustra, d'après le livre éponyme de Nietzsche. La peinture n'est pas non plus en reste. Les Ménines de Velázquez, par exemple, permettent une mise en abîme et une réflexion sur la place de l'artiste dans son œuvre, que Foucault dissèquera d'ailleurs dans Les mots et les choses, avec la notion de représentation de la représentation. La poésie, elle aussi, est intimement liée à la philosophie. Hölderlin était l'ami de Hegel et de Schelling, et sa poésie est imprégnée de transcendance et de spiritualisme. Il en va de même pour un poète plus proche de nous dans le temps, qui est Paul Celan, qui avait une relation des plus troubles avec Heidegger, et qui a même écrit un poème dédié à leur rencontre qui s'est passée dans la forêt noire après la guerre, et intitulé Tad Norberg. De même, son poème, sans doute le plus célèbre, La fugue de la mort, Todesfuge, est une réflexion sur la finitude de l'homme et l'acceptation de son destin tragique. Enfin, même la sculpture jette des ponts avec la philosophie. Freud s'était longuement interrogé sur le Moïse de Michel-Ange, se demandant s'il était sur le point de s'asseoir ou de se lever. Et n'oublions pas non plus Rodin avec son Balzac et son penseur. Donc on le voit, les exemples sont légion. Et on pourrait multiplier ainsi à foison. Mais qu'en est-il pour cet art si jeune qu'est le cinéma? D'abord, quel que soit le type de film, nous y retrouvons la catharsis chez Aristote, cette purgation des passions qui remonte à la tragédie grecque. Ensuite, il y a des films qui traitent expressément de certains philosophes, comme le One Nietzsche Wept, qui relate une rencontre hypothétique entre Nietzsche et Freud, ou encore plus fidèle historiquement celui-ci, Agora, sur la vie de la mathématicienne et la philosophe grecque Hypatie d'Alexandrie, et de ses démêlés avec le christianisme. Également, dans l'Alexandre d'Oliver Stone, on y rencontre Aristote qui enseigne aux jeunes princes macédoniens la politique et la supériorité des Grecs sur les barbares. Et enfin, dans le film et dans la réalité historique aussi, on verra que Alexandre saura que son maître avait tort d'assimiler les Perses à de la faune et de la flore quand il pénètre Persépolis. Enfin, dans un film comme The Bee Season, le protagoniste, incarné par Richard Gere, étudie la pensée du kabbaliste Abraham Aboulafia. Mais il y a surtout certains films qui se font l'instrument pour véhiculer une pensée philosophique. Et là, sans surprise, les films de science-fiction arrivent en première place. Prenons par exemple le film culte Blade Runner de Ridley Scott. Le film est adapté d'un roman de Philip K. Dick intitulé Do Androids Dream of Electric Sheep? Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Il y a dans ce film deux niveaux de lecture. On peut le voir comme un simple long métrage de science-fiction où un flic bute des robots, ou alors on peut l'interpréter comme un questionnement sur la notion même d'humanité. En effet, dans le film, la frontière qui sépare les humains des robots est poreuse. On y voit en effet des machines, des robots qui se battent pour leur survie, qui se soutiennent les uns les autres, qui font preuve d'émotion. Et on y rencontre en même temps des êtres humains qui vivent de manière mécanique, sans se poser de questions et qui ne font qu'obéir à des ordres. Comme tout grand film, il se termine par des questions ouvertes. Et l'une d'elles, et qui a particulièrement agité les exégètes de l'œuvre, c'est de savoir si Descartes, joué par Harrison Ford au sommet de sa forme, de savoir si Descartes est donc un répliquant ou un être humain. Ainsi, le film nous fait nous demander à quel moment un robot peut-il prétendre au statut d'être humain.
La fin du film, par exemple, voit le répliquant Roy Batty, interprété par un superbe Rutger Hauer, épargner la vie de Descartes. Et surtout, se fendre d'une tirade parmi les plus bouleversantes de l'histoire du cinéma. Je cite, « J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. » C'est beau comme du Shakespeare. Et il faut croire qu'au cinéma, les robots se montrent souvent bien plus émouvants que les êtres humains. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Hal, au moment d'être débranché, supplie Barman de le laisser vivre. Et il meurt en fredonnant la chanson Décibel avant que son œil, comme dans le film Terminator, ne s'éteigne. Le 2001 de Kubrick est le genre de film qui, pour citer Paul Klee, constitue l'erreur dans le système. On n'en voit qu'un par siècle, et encore si on a de la chance. Il est difficile de parler d'un film dans lequel les 20 premières et les 20 dernières minutes, aucune parole n'est prononcée. Un film dans lequel les images et la musique, celles de Johann et de Richard Strauss, ainsi que le fameux Lux Aeterna de Giorgi Ligeti, qui fait exploser les atomes de votre corps, jouent un rôle aussi primordial. Il est enfin difficile de parler d'un film aussi métaphysique, même si ce terme est on ne peut plus dévoyer de nos jours. Le film de Kubrick, celui qui a le plus dérouté les critiques comme les spectateurs, est une révolution visuelle. Petite digression, certains conspirationnistes pensent même que ce serait Kubrick qui aurait réalisé le film de l'homme marchant sur la Lune, du 20 juillet 1969, et que pour le remercier, la NASA lui aurait fourni les équipements nécessaires pour réaliser 2001. Donc, 2001 est une révolution visuelle. Pensons par exemple au célèbre jump cut qu'il effectue à la fin de la première partie et qui voit l'hominidé lancer un bout d'os en l'air et celui-ci se transformant en station spatiale, mais aussi musicale et surtout philosophique. C'est à dessein qu'il utilise comme musique de fin, alors qu'apparaît cet enfant des étoiles, le poème symphonique de Strauss, ainsi par les Zarathustra. Le film est en effet construit selon les 3 métamorphoses de l'esprit que Nietzsche nous livre dans son Zarathustra. D'abord, l'esprit devient chameau. Celui-ci représente la charge de porter le savoir. C'est ainsi que l'on peut interpréter l'acquisition de la connaissance qui se déroule au début du film, à l'aube de l'humanité. L'esprit devient ensuite lion. Celui-ci se rebelle contre ce qu'il a appris, contre ce qu'il est. Les humains ont construit un ordinateur, HAL 9000, dont l'intelligence peut rivaliser avec celle de l'homme. Finalement, l'esprit devient enfant. Innocence est l'enfant, et un oubli et un recommencement. Un jeu, une roue qui d'elle-même tourne, un mouvement premier, un saint dire oui, écrit Nietzsche. Quand l'astronaute, après avoir pénétré cet autre espace-temps, se transforme en fœtus, il épouse l'amour de son destin, la mort fati, et se dirige vers un éternel retour, non de ce qu'il a été, mais de ce qu'il pourrait être. Comme je dis plus tôt, c'est l'une des scènes les plus émouvantes qu'il m'ait été donné de voir de toute ma vie. C'est le moment où le professeur David Barman, interprété par Keir Dullea, doit débrancher Hal. Scène d'autant plus poignante que l'on a vu précédemment dans le film la relation qu'entretenaient les deux, qui jouent même aux échecs ensemble. Mais Hal devient, entre guillemets, fou. La créature croit mieux savoir que le créateur. C'est la mission qui passe avant tout, et il ne permettra pas que de simples mortels puissent la mettre en danger. Il nous rappelle cette créature créée par Victor Frankenstein. Hal aussi veut gagner son autonomie, et il va jusqu'à tuer pour cela. Et pointe ici tout le pessimisme de Kubrick, qui s'éloigne en ce sens du livre d'Arthur C. Clarke, comme sur bien d'autres points d'ailleurs. L'intelligence conduit vers la damnation, vers la folie, vers l'incompréhension que l'on produit chez les autres. Au début du film, l'intelligence que viennent d'acquérir ces hominidés les conduit à vouloir dominer leurs congénères, et se concrétise d'abord par un meurtre.
Et on voit le regard médusé des autres quand l'un d'entre eux apprend à se servir d'un os d'un animal mort comme arme. Hal, de même, une fois que se produit l'erreur dans le système, une fois que le fantôme a pénétré la machine, assassine un des astronautes. Et cela pour la bonne réussite de la mission, dont il est le seul à connaître le véritable but. Au moment où Borman veut le débrancher, il se met, comme on l'a dit, à chanter Décibel. C'est une chanson composée en 1892. Et la première chanson que IBM fera chanter à son ordinateur. Ce qui donne, et je m'excuse pour mon anglais approximatif, Daisy, Daisy, give me your answer do. I'm half crazy all for the love of you. Et ensuite, il cligne de l'œil et s'éteint. Dans ce film, le fameux monolithe noir représente une sorte d'arbre du bien et du mal. Et à son contact, comme Adam et Ève au contact de ce foutu pommier, les hominidés, avec l'appropriation de ce nouveau savoir, sont maudits. Kubrick disait lui-même qu'il ne voulait pas apporter de réponse, mais seulement poser des questions et qu'aucune interprétation du film n'était figée. Il serait donc vain de disserter en longueur sur ce film, car ce n'est pas une œuvre qui se laisse expliquer ou théoriser, mais c'est un film qu'il faut voir et vivre. Je pense que donc celui qui aura le mieux résumé ce film, c'est Wittgenstein, dans sa fameuse dernière proposition, aux accents plus qu'énigmatiques de son Tractatus, et qui dit ceci, Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ce que l'on ne peut pas dire, il faut le passer sous silence. Mais les films de science-fiction n'ont pas le monopole de la philosophie. Depuis l'Antiquité grecque jusqu'à Georges Bataille, Eros et Thanatos, le sexe et la mort sont intimement liés. D'ailleurs, n'appelle-t-on pas l'orgasme la petite mort? La mort, comme le sexe, est une sublimation de notre condition de mortel. Un film en particulier aura su retranscrire avec une troublante fidélité les ébats de ce couple fatal. Et ce film, c'est l'Empire des Sens. Le titre japonais est Ai no Corrida, littéralement la corrida de l'amour. La métaphore est juste, puisque c'est un véritable combat qui s'achèvera par la mise à mort de l'un d'entre eux, auquel se livrent les deux amants, Sada Abe, une ancienne geisha, et Kichizo, qui, dans ses amours de tigre, comme dirait Verlaine, il perdra la tête, également la queue. Ce film japonais de Naisa Oshima, qui vient d'ailleurs de nous quitter, sorti en 1976, resta longtemps interdit dans certains pays, puisque le sexe n'y est pas simulé. Les personnages ne jouent pas à faire l'amour, ils font l'amour. Alors que les gens en général, ils ne baisent pas, ils jouent à baiser. Inspiré d'un fait divers qui se déroula au Japon le 18 mai 1936, et où une femme coupa le pénis de son amant et le trimballa dans les rues d'Ogu, le film montre comment deux personnes font fi des conventions sociales pour aller jusqu'au bout de leur logique qui est, non pas sexuelle, ici le sexe n'est que le moyen, mais métaphysique. Aussi, les films de guerre constituent le terrain fertile pour permettre à la philosophie de croître. Tous ceux qui auront vu Apocalypse Now, même s'ils n'ont pas tout compris à l'histoire, se rappellent de quelques scènes d'anthologie. La première, c'est au début du film, sur fond de This Is the End des Doors, où le bruit du ventilateur, du plafond, se confond avec celui des rotors. La deuxième, c'est la fameuse guerre psychologique, déclenchée par le lieutenant-colonel Bill Keogh, joué par Robert Duval, quand il met la chevauchée des Valkyries à fond lors de l'attaque des hélicoptères. La troisième, c'est quand ce même Bill Keogh, dont le patronyme est un amalgame de kill et de gore, dit aimer, phrase culte entre toutes, l'odeur du napalm au petit matin. La dernière, enfin, c'est la rencontre entre le capitaine Willard, interprété par Martin Sheen, et le colonel Kurtz, Brando dans son plus grand rôle. Et que ce dernier déclare « Nous devons les tuer, nous devons les incinérer,
Port après port, vache après vache, village après village, armée après armée. Et il me traite d'assassin. Comment dit-on lorsque des assassins accusent un assassin? Tout comme dans le livre avec Marlowe, dans le film, quand Willard remonte le fleuve pour aller vers Kurtz, c'est en même temps sa propre psychologie qu'il remonte, mais à rebours. C'est une plongée dans l'innommable et dans l'absurde. Absurde parce qu'il est chargé par ceux-là même qui mènent une guerre où l'on assassine, torture et viole des civils, de retrouver d'exécuter un officier dont les méthodes sont considérées comme immorales. C'est là l'hypocrisie à son apogée. Seuls ont le droit de tuer ceux qui ont été dûment crédités pour leur hiérarchie. Ce n'est pas le fait qu'ils se prennent pour un dieu qui dérange les autorités, c'est le fait qu'ils se soient rebellés contre ses supérieurs. Apocalypse Now a donc ceci de bouleversant, tout comme l'ouvrage de Conrad, qu'il nous met face à nos propres limites morales. Il nous confronte à l'envers de notre psychologie. La guerre est ce moment privilégié, où l'on se découvre, où tout est permis du moment où l'on porte un uniforme. Et en s'affranchissant de cette morale militaire, et en revêtant une morale absolue, qui est celle du surhomme, Kurtz nous prévient, vous aussi, vous en êtes capable. Tout comme Impitoyable de Eastwood, qui n'est pas un western, Apocalypse Now n'est pas, en tant que tel, un film de guerre. La guerre n'est là qu'en toile de fond pour montrer comment des hommes ordinaires, confrontés à des situations extraordinaires, se transforment pour basculer dans l'horreur. Et à croire Kurtz, doublement l'horreur. Comment? Quand on regarde au fond des abîmes, les abîmes aussi regardent au fond de nous. On va terminer par un film d'un tout autre genre, un thé au Sahara. Pour les Occidentaux, c'est la forêt qui est le lieu mystique par excellence, comme en témoigne Master Eckhart. Alors que pour les Orientaux, c'est le désert. Depuis Jules et Jim, le triangle amoureux est un des thèmes récurrents au cinéma. Mais le film de Bernardo Bertolucci prend le dessus sur celui de Truffaut, et ceci pour deux raisons principalement. La première, ce sont les grands espaces. N'oublions pas que nous sommes au cinéma, et chaque art doit puiser dans ce qu'il a à nous offrir. Si vous voulez voir deux personnages dans un huis clos, ce n'est pas dans les salles obscures qu'il faut vous ruer, mais au théâtre. C'est aussi une des raisons qui fait d'un film comme There Will Be Blood un chef-d'œuvre. La nature au cinéma fournit non seulement une profondeur de champ visuel, mais aussi psychologique. Elle occupe, pour ainsi dire, la même fonction que le divan chez le psychanalyste. Elle permet au spectateur de se laisser aller, de se fondre dans le décor. La seconde, c'est le nihilisme apparent de Porte et Kit Moresby, les deux personnages de l'histoire. Leur voyage est un voyage à travers l'espace, mais en même temps à travers l'abîme de leur psychologie. Ils prétendent venir en Afrique pour ressourcer leur couple, mais on comprend vite que ce n'est pas là la raison première. Ils répondent en fait à un appel transcendantal irrépressible. Dès qu'ils descendent du bateau, leur destin ne leur appartient plus, ils se fondent dans quelque chose de plus grand qu'eux, en un lieu où l'Orient et l'Afrique se mêlent, et où les Orientaux ne peuvent faire autrement que de se perdre. Ce voyage initiatique ne leur apprend pas à mieux se connaître, puisqu'il montre au contraire que l'individu s'efface au confluent des grands espaces. Depuis Aristote, on nous apprend qu'une bonne histoire, c'est celle où il y a un personnage qui poursuit un but précis. Une bonne histoire peut-être, mais pas une grande histoire. C'est quand justement les êtres errent, tels des âmes en peine, que le spectateur se confronte à ses propres doutes, et qu'il est alors amené à s'interroger sur sa propre existence et sur la finalité de celle-ci. Le sexe dans le film suit le même schéma. Les règles formelles attachées au mariage sont dissoutes et diluées une fois qu'ils foulent le désert. Et ils se donnent l'un à l'autre uniquement parce qu'ils sont proches l'un de l'autre.
la proximité sentimentale n'existe pas. Seule la proximité physique compte. Le film n'a aucun message à nous transmettre, ce qui est justement le propre d'une grande œuvre d'art. Le film ne fait que montrer. Il montre des êtres qui ne sont plus des individus, mais des électrons libres, qui sont projetés l'un contre l'autre, puis l'un en dehors de l'autre. On ne déduit rien de leur parcours, sinon justement que c'est seulement un parcours. Le livre de Paul Bowles porte le titre original de The Sheltering Sky, le ciel protecteur. Ce qui me permet de terminer sur ces beaux vers du non moins beau Hölderlin. Nous nous tenions tête nue sous les orages des dieux.